Bienvenue à tous. Jour J ce jeudi pour la première audience devant la justice sud-africaine sur la saisie conservatoire d'un cargo de l'OCP. Souvenez-vous, c'était il y a 10 jours, ce cargo transportant 50 000 tonnes de phosphate vers la Nouvelle-Zélande depuis La Aaiún. Il a été saisi après une plainte du Polisario pour qui la marchandise contrevient à la légalité sud-africaine et internationale. Alors, voilà une nouvelle affaire qui s'ouvre à peine 48 heures après un coup de théâtre dans le procès Gnimizik. Les accusés des meurtres des soldats marocains en 2010 se sont retirés du procès. Ça n'est pas le premier front juridique qu'ouvre le front Polisario. Il y a 1 an et demi, le mouvement séparatiste avait saisi la Cour européenne de justice sur l'accord agricole. Alors, doit-on s'inquiéter? À quoi servent ces attaques juridiques à répétition? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Salahedine Nabira, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes enseignant-chercheur, acteur de la société civile. Hicham Hamadi, également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. En deuxième partie, nous parlerons pauvreté et vulnérabilité. Le 5e rapport du genre par le HCP a été dévoilé hier après-midi avec des recommandations du Haut-Commissariat pour cibler les plus pauvres et mettre en place des aides sociales plus performantes. Il y a urgence, selon ce rapport, près de 30% des subventions budgétaires destinées au soutien des produits alimentaires et du butane ont profité aux 20% des ménages les plus favorisés contre 13% pour les ménages les plus défavorisés. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook de l'émission, les décodeurs atlantiques, ou bien via le hashtag LDA sur Twitter, LDA pour les décodeurs atlantiques. Messieurs, c'est donc aujourd'hui que s'ouvre la première audience devant la justice sud-africaine sur la saisie conservatoire d'un cargo de l'OCP. C'était la dernière surprise, sortie du chapeau par le Front Polisario il y a une dizaine de jours. Concrètement, Hicham Hamadi, que conteste le Polisario? Quels sont les arguments du Front Polisario sur cette saisie de la justice sud-africaine? D'abord, c'est pas le dernier, à mon avis, donc il y en aura d'autres, parce que avec la faillite politique qui se passe partout dans le monde, avec le retrait de la reconnaissance de la pseudo-race, ils ont choisi d'autres types de recours, notamment juridiques. Donc c'est pas le dernier, on verra d'autres. Et d'ailleurs, avant celui-là, il y avait le blocage du cargo, un autre cargo en Espagne. Et donc c'est quelque chose qui va se répéter. Alors qu'est-ce qu'ils reprochent? Ils reprochent aux autorités marocaines de, en gros, spolier ou profiter des ressources naturelles des Sahraouis qui sont, en gros, le phosphate qui est produit au Sahara. Et donc, c'est sous ce prétexte juridique qu'ils ont intenté un procès en Afrique du Sud et qu'il y a une saisie conservatoire. Donc, ce qui va s'ouvrir, c'est simplement de voir est-ce que le Maroc a le droit d'exploiter ses ressources naturelles. Donc, c'est le même argument juridique qui ressort par le Front Polisario depuis 1 an et demi. Exactement, qui aura le même contre-argument à mon sens. Je me suis attardé hier pour voir est-ce que la position est juridiquement tenable ou pas, parce que politiquement elle n'est pas. Enfin, en gros, le Maroc est en train de faire une vraie percée économique de partenariat avec beaucoup de pays, et donc c'est l'économie qui va l'emporter. In fine, chaque pays va regarder son intérêt. On est revenu à l'Union africaine, on va bientôt rentrer à la CEDEAO. Est-ce que l'Afrique du Sud, soutien du Front Polisario, ne risque pas aussi peut-être de pencher plus en faveur de cette réclamation du mouvement séparatiste? Je pense que le procès va se dérouler. Alors il y a une différence bien sûr entre justice et politique. Bien sûr, mais, au-delà de mettre en doute la neutralité de la justice, je pense que le procès va se dérouler sous la loupe des Nations Unies et que tout le monde va l'observer, tout le monde va regarder comment ça va se dérouler et quels sont les arguments. Alors, il y a une réaction du Conseil du gouvernement, c'était le 4 mai dernier, le porte-parole du gouvernement qui avait déclaré « Il y a eu des tentatives ratées pour miner l'intégrité territoriale du Maroc et celle-ci échouera également dans le futur ». Salahedine Nabira, ça risque de prendre du temps tout de même cette affaire juridique du cargo de l'OCP, ou est-ce qu'on peut imaginer un scénario rapide ? Moi, je pense à l'image de ce qui s'est passé avant, même la plainte auprès du tribunal européen, on trouvera une solution. Maintenant, on sait bien que les terrains réceptifs, en fait, au-delà de l'action du Polisario, il y a des terrains plus réceptifs pour l'action du Polisario, que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Algérie ou l'Espagne, ça on le sait. Maintenant, moi, ce que je conteste dans cela, c'est la réaction du Maroc. C'est-à-dire qu'il fallait être plus offensif sur la question. On n'a pas vu de réaction par rapport aux intérêts sud-africains. Chose qu'on avait vu, par exemple, quand le gouvernement suédois avait annoncé justement le soutien à un certain moment. On a vu l'affaire Ikea et
tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est ce manque de réaction, sachant que il aurait fallu attaquer de la part du gouvernement par marocain. exemple, même avant, quand on voit que les révélations de la FIFA, qui révèlent bien avec des faits de corruption avérés, que par exemple l'Afrique du Sud a eu justement dans la lutte avec le Maroc, a usé de corruption pour avoir la Coupe du Monde. Pourquoi il n'y a pas eu de procès, par exemple, sur cela? Donc on sait bien que l'Afrique du Sud ne nous porte pas dans leur corps, d'autant plus avec l'action marocaine, donc qui prend de plus en plus pied. Mais donc il aurait fallu que peut-être le Maroc s'en prenne à des intérêts économiques sud-africains. Mais c'est ça, le respect se fait dans le monde avec des relations d'intérêt économique et des relations aussi de nuisance. On respecte davantage certains pays quand on sait qu'ils sont capables de nuire à nos intérêts. Donc on l'a vu, c'est ce qui a débloqué l'histoire avec la Suède. S'il y avait une réaction molle de la part du Maroc, peut-être que on aurait eu une autre évolution. Donc je reviens à l'Afrique du Sud par rapport justement à cette histoire de Coupe du Monde. Aussi, si on remonte plus loin, ils sont très vulnérables. Ils ont connu un processus de partage, de ségrégation, et plein de dirigeants politiques actuellement, je pense au pouvoir en Afrique du Sud, peuvent être pris sur des procès au tribunal pénal international. Donc maintenant, on le sait, c'est un ennemi. Donc il n'arrête pas de soutenir. On l'a vu même dans l'adhésion, l'action du Maroc pour adhérer à l'Union africaine. L'un des fronts d'opposition était tenu et représenté par l'Afrique du Sud. Alors Hicham Hamadi, juste par rapport à ce que nous dit Saladin Nabira, c'est-à-dire attaque. C'est vrai que c'est la réaction traditionnelle du gouvernement marocain, mais il y a eu tout de même peut-être un changement également de la part de la diplomatie marocaine ces derniers mois. Est-ce qu'il faut peut-être revenir en arrière sur certains dossiers comme celui-ci, sur ce cargo de l'OCP? Alors, spécifiquement sur le cargo de l'OCP, je pense que la réaction a été bonne parce que la réaction devrait être juridique. Mais là où je rejoins Sinabira, c'est qu'il faut effectivement une réaction politique. On sait que l'Afrique du Sud... Donc celle du porte-parole du gouvernement n'a pas été à la hauteur selon vous? Non, sur le cargo, elle était bien parce que ce n'est pas le gouvernement sud-africain qui s'est prononcé, le Front Polisario a intenté un procès au niveau de la justice et la justice sud-africaine n'avait pas de choix que de faire une saisie conservatoire. Donc ce qui est à peu près normal. Donc sur cet aspect-là, sur cette affaire-là, la réaction a été bien du gouvernement. Par contre, d'une manière globale, d'une manière générale, il faut passer à l'offensive et il a raison parce que c'est des éléments de pression. Qui est-ce qui empêcherait le Maroc de se positionner politiquement et de se dire pourquoi on a un ennemi, on a quelqu'un qui soutient la thèse de la pseudo-race, de la thèse des séparatistes. Donc oui, il a raison. Parce que c'est qu'avec ces moyens-là qu'on fera ils vont un jour se dire on n'a plus un intérêt, on va dire, ni économique, ni de partenariat, ni stratégique, ni politique à continuer à soutenir ces thèses. Donc oui, il a raison. Bon, mais concrètement, c'est la dernière carte du Polisario, ces batailles juridiques qui sont multipliées. Quand on agonise, quand un mouvement agonise, quand il est amené à disparaître, quand il voit que les pays, un après un, retirent sa reconnaissance, c'est la réaction, elle est, on va dire, elle va dans tous les sens. C'est le dernier recours, à mon sens, pour eux, pour avoir une tribune, pour pouvoir être entendus, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que personne ne les écoute. C'est ce type de procès. De réaction. Saladin Nabira. Ouais, d'autant plus qu'il y a sur le fond du dossier une affaire aussi de leadership sur le continent. Donc quand on voit que l'action du Maroc commence à déranger, donc le rapprochement avec le Nigeria qui était aussi un soutien à un certain moment, donc avec le projet en fait du pipeline et tout ça, donc ce rapprochement-là, donc déjà a coupé un soutien important au Polisario, et j'espère qu'on continue sur ce chemin-là et qu'on renforce davantage ce partenariat. On voit bien que l'Afrique du Sud et en arrière-plan aussi l'Algérie, l'ouverture sur Cuba également de la part du Maroc. Et surtout, moi je ramène au continent africain, forcément ça va les déranger parce que d'autant plus dans tous les rapports, on voit bien que le Maroc et l'Afrique du Sud sont souvent en confrontation sur pas mal de positions. Donc moi je pense que sur ce plan-là, et bien sûr on l'a vu d'ailleurs, vous avez bien fait de citer l'affaire de Cuba, donc le fait de rendre visite a permis de débloquer pas mal de choses. Donc il faut aller peut-être même vers l'Afrique du Sud, peut-être si on s'ouvre davantage avec justement une approche. Bien sûr, il faut d'abord montrer ses compétences et sa capacité aussi de nuisance pour justement se faire respecter, et peut-être aller dans le même sens même avec l'Afrique du Sud dans des négociations directes, parce que in fine leur intérêt est plus avec le Maroc, avec c'est ce que certains responsables politiques appellent, notamment Mehdi Ben Saïd du parti Authenticité et Modernité, qui dit allons voir l'Afrique du Sud. Justement, que de laisser un terrain vierge et de ne pas peut-être avec une idée reçue que c'est des ennemis en fait à la thèse marocaine, peut-être l'absence, on paye le prix de l'absence. C'est la prochaine étape peut-être, pourquoi pas, de la diplomatie marocaine, l'Afrique du Sud. C'est une étape déjà entamée.
me rappelle d'un déplacement du ministère des Affaires étrangères, Saladin Mezouan, Exactement. qui a été en Afrique du Sud pour, je me rappelle pas du nom de fois, mais en tout cas 2 ou 3 fois successifs. Ancien ministre, mais est-ce qu'on peut imaginer peut-être une ouverture plus frontale, plus importante de responsabilité? Cela veut dire que le débat y est, cela veut dire que la démarche elle y est. Maintenant, ce n'est pas un stade avancé parce qu'effectivement, il faut trouver le terrain d'entente et il y a une question de leadership, il y a une question de... Et qu'actuellement, il y a des tensions politiques aussi en Afrique du Sud. À mon avis, il y a plus de la compétition parce que le Maroc est vu comme étant quelqu'un qui est en plein conquête de partenariat. Au niveau politique en Afrique du Sud, pour l'instant, il faut attendre que ça se stabilise, il faut attendre que le prochain président ou le même, enfin, on verra, ça dépendra des trucs internes. Maintenant, pour revenir sur les aspects purement juridiques, parce que la question maintenant qui se passe au niveau de la justice sud-africaine, elle est purement juridique, elle est pas politique. Et d'une manière neutre, sans pour autant parler en tant que Marocain, j'ai regardé hier la Charte des Nations Unies, il s'avère que c'est très clair, c'est que en gros, si on veut assimiler le Maroc à une puissance administrante qui administre un territoire non autonome, là le droit, il y a rien qui interdit à ce qu'elle puisse exploiter les ressources de ces territoires, avec seule condition que le revenu et que le fruit de ces investissements puisse profiter au territoire. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi, analyste politique et économique. Rebonjour. Toujours là. Saladin Nabira, rebonjour. Rebonjour. Enseignant-chercheur, acteur de la société civile. La carte juridique du Polisario, dernière carte peut-être pour le mouvement séparatiste. C'est ce que on décrypte ce matin avec donc aujourd'hui première audience devant la justice sud-africaine sur la saisie conservatoire d'un cargo de l'OCP. On le rappelle, ce cargo qui transporte 50 000 tonnes de phosphate vers la Nouvelle-Zélande. Depuis l'Ayoun, il a été saisi après une plainte du Polisario qui conteste la marchandise qui selon lui revient à ce territoire et donc contrevient à la légalité sud-africaine et internationale. Messieurs, vous l'avez dit en première partie, il faut être plus offensif. Peut-être Saladin Nabira, c'est un point que vous avez souligné, peut-être aurait-il fallu du gouvernement marocain être plus ferme et pourquoi pas saisir également un cargo sud-africain. Exactement. Et à ce moment-là, on sera sur le même pied d'égalité. Donc il y a forcément plusieurs raisons aussi. J'ai dit que l'Afrique du Sud est un pays aussi vulnérable, donc vu son histoire récente, et donc on peut facilement trouver des failles juridiques. Mais au-delà de cela, j'ai aussi envie qu'on soit aussi agressif sur une autre chose, faire un plaidoyer international et ramener finalement même les résultats de la filiale. En fait, qu'est-ce qu'on en tire de Phosphokra? Je pense qu'une filiale qui est maintenue, donc on sait que le gros du phosphate c'est du côté de Khribga et région. On sait bien que c'est une filiale qui est maintenue juste pour préserver l'emploi, l'implication de l'OCP dans le dernier plan d'investissement pour la région du Sud. Et ça, on ramène tous les investissements faits par l'État marocain dans nos provinces du Sud, ramenés aux ressources même tirées de ces territoires, que ce soit même ressources halieutiques ou phosphatières, on va voir facilement. Mais il faut faire des chiffres, il faut faire des documentaires, il faut faire des choses comme ça et faire un plaidoyer international pour justement, ça servira aussi d'argumentaire forcément dans cette affaire-là et le montrer donc et couper l'herbe sous les pieds aux séparatistes. Cette carte des emplois en tout cas peut être aussi une carte à jouer de la part de l'OCP peut-être dans les prochains mois. Exactement, mais au-delà de l'OCP, tous les investissements consentis par l'État marocain, parce qu'on n'en fait pas de séparation entre le Nord et le Sud, mais il y a énormément d'efforts de développement et j'imagine qu'un calcul très simple, ramener tous ces investissements depuis des années à tout ce qu'on a extrait des sous-sols donc de nos provinces du Sud et même des ressources halieutiques, on va voir que le compte est largement, la balance est largement au profit des citoyens. Et vous disiez tout à l'heure de ces territoires. Vous disiez tout à l'heure en première partie qu'il faut peut-être aussi aller parler davantage maintenant avec l'Afrique du Sud. On l'a fait avec certains pays d'Afrique de l'Est, pas encore avec l'Afrique du Sud, et c'est peut-être un nouveau front diplomatique et une main tendue qui doit être faite dans les prochains mois, prochaines années. Tout de même, il y a eu ce verdict de la Cour européenne de justice sur l'accord agricole. Hicham Hamadi, qui n'est pas totalement en faveur du Maroc et qui ouvre une brèche pour le Front Polisario sur la contestation d'accords commerciaux. Et on le voit justement, le Front Polisario qui commence à porter plainte contre des sociétés françaises et britanniques qui sont dans les provinces du Sud. Non, le verdict, il est juridiquement en faveur du Maroc.
Après, politiquement, il ne l'est pas parce qu'effectivement, il cite des territoires non autonomes qui sont administrés par le Maroc. Et donc, c'est cet élément-là que le Polisario utilise pour dire, bah tiens, c'est nous, il y a une exploitation d'une partie de nos territoires dans lesquels il y a des ressources, et l'exploitation de ces ressources nous revient de droit. Ce qu'ils oublient, c'est que dans la Charte des Nations Unies, on va dire la force administrante a la possibilité d'exploiter, mais comme disait Sinabera, les revenus devraient être affectés. Mais ce verdict reste tout de même assez flou sur la délimitation du territoire marocain. C'est là où il peut y avoir contestation, et c'est la faille qu'utilise le Front Polisario actuellement contre des sociétés françaises et britanniques. C'est pas une faille parce que la Commission européenne n'a pas à se prononcer sur les frontières. Ça, c'est du ressort des Nations Unies. La Commission européenne, elle s'est prononcée par rapport à un procès qui concernait encore une fois un accord de partenariat commercial, et elle a utilisé des arguments des Nations Unies pour légitimer cet accord de partenariat. Et donc c'est pas une faille, c'est un élément juridique qui est utilisé par les deux parties. Et donc si on reste que sur cet élément il est balayé d'une manière assez simple, parce que les investissements qu'on a mis dans le Sahara marocain dépassent de loin, et vraiment de très loin, ce que génère l'exploitation des ressources. Mais on va aller où là? On va aller justement vers la multiplication de procès. On voit pour l'instant une société française, une société britannique qui sont implantées dans les provinces du Sud, qui sont donc contestées par le Front Polisario dans des juridictions françaises et britanniques. On peut voir encore d'autres procès s'ouvrir par le Front Polisario à l'avenir, Saladin Nabira? Forcément, ils défendent une thèse, donc ils s'engagent corps et âme. On voit même qu'ils sont prêts à brandir les armes. Donc pourquoi ne pas aller faire des procès partout, mais je reviens encore une fois, ces procès ne trouvent écho que dans les terrains fertiles, donc les terrains donc qui suivent en fait la thèse des séparatistes. Et vous disiez tout à l'heure, terrain de moins en moins nombreux. L'Amérique latine, l'Europe du Nord, etc. Donc on a compris la leçon, on a commencé donc aussi à briser le mur de glace. Là, comme j'ai dit, on commence à s'orienter vers l'Afrique de l'Est, et c'est aussi un territoire conquis à l'Afrique du Sud, ce qui justifie en fait cette réaction-là. Donc c'est peut-être qu'ils vont nous amener vers un autre terrain de discussion. Clair. Donc maintenant, il faut y aller, mais ce qu'il faut aussi ne pas oublier dans le jugement donc de la Cour européenne, c'est qu'il a dit que le Polisario, n'étant pas un État reconnu par les Nations Unies, ne peut pas intenter ce type donc d'action. C'est ce qui a permis donc à fermer en fait cet imbroglio. Mais moi je continue à dire, agir sur le plan international, et je reviens à ce que j'ai dit la dernière fois, il faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des séparatistes en interne, et qu'il faudrait aussi accélérer les plans d'investissement, les 70 milliards adressés donc à nos provinces du Sud, accélérer le développement, réduire les inégalités qui sont aussi flagrantes dans la région, réduire les inégalités, en faire un territoire riche. Donc à ce moment-là, on va aller à double sens. Donc en interne, donc je reconnais que ce qui a été fait est déjà énorme, mais il faut accélérer un peu la cadence. Et sur le plan international, je pense que le Maroc commence à bien bouger. Donc il y a d'ailleurs une réponse de la part du gouvernement marocain, c'est dans la nomination même des ministres. On l'a vu, un ministre des droits de l'homme, c'était quelque part une réponse à des points soulevés dans les rapports de l'ONU sur cette question des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Je voudrais qu'on termine par ce procès Gnimizik avec ce coup de théâtre qui a eu lieu donc mardi. Les accusés des meurtres des soldats marocains en 2010 qui se sont retirés du procès. C'est vrai que c'est un procès qui se déroule devant une juridiction civile, devant la chambre criminelle de Salé, donc pas devant un tribunal militaire. Il avait commencé devant un tribunal militaire. C'est donc quelque part un bon point que ça se déroule devant une juridiction civile pour l'image du Maroc à l'international. Est-ce qu'il n'y a pas là une carte qui peut être utilisée par le Front Polisario dans ce procès maintenant que c'est devant une juridiction civile? Ce n'est pas une probabilité, c'est la vérité. C'est une carte qui est pleinement utilisée par le Front Polisario. Là, elle est utilisée ce mardi avec le retrait du procès. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on connaît tous l'issue du procès. On sait qu'ils sont coupables, et c'est maintenant, ça a été démontré, ça a été prouvé, c'est clair et net. Et c'est sur ce type de choses, je ne comprends pas pourquoi la justice ne s'applique pas pleinement et ne s'applique pas rapidement. Il y a le temps judiciaire. Oui, il y a le temps judiciaire, mais à un moment, quand vous avez l'autre partie qui avance des arguments de mauvaise foi, enfin, comme disait
feu Sa Majesté Hassan II, les arguments de bonne foi ne servent à rien parce que vous voulez dérouler un procès d'une manière transparente, équitable, publique. Vous avez l'autre partie qui ne participe pas au procès, qui veut le boycotter et qui en gros met la pression pour qu'in fine elle puisse s'échapper à une sentence qui est claire, parce qu'il y a eu mort d'homme. Ce n'est même pas une question, on va dire, de bien. C'est des gens, c'est des Marocains qui sont morts et leur sang ne peut pas être gratuit. On rappelle avec des images vidéo filmées par avec des preuves, l'armée marocaine. Avec des preuves claires, nettes, établies. Donc quelle que soit la pression qu'ils vont mettre, à mon avis, il faut y aller d'une manière ferme parce que la justice ne peut pas être, on va dire, à double tranchant. Pour les Marocains du Nord, on va être très ferme. Et pour cela, parce que, en gros, il y a une proximité avec un franc séparatiste, on va être indulgent. Non. Il faut que la justice s'applique rapidement et s'applique fermement. Saladin Amira pour clôturer. Moi, sur ce sujet, du moment qu'il y a procès dans un tribunal civil, parce que ce qui contestait au départ, c'était peut-être une erreur de faire passer le procès sous tribunal militaire. Donc on l'a accepté, on joue le jeu. Maintenant qu'il se retire ou qu'il reste, il y a des avocats, ils ont plein de soutien, plein d'avocats étrangers qui veulent les soutenir et qu'ils avancent leurs arguments. Donc peut-être que le retrait, c'est faute d'arguments. Donc reste la pression médiatique, etc. Maintenant, il faut pas céder. Moi, je rejoins mon ami Hicham. Il faut pas ils se sont retirés au moment où il y a eu confrontation avec les témoins et avec. Et c'est là où il y a un problème. Maintenant, les leçons à prendre sur cela, c'est qu'il faudrait gérer après ce genre de manifestation avec plus de sagesse aussi, donc pour éviter des bains de sang. Certainement, mais ils n'ont pas à nous imposer un rythme sur un procès qui se passe dans les territoires marocains. Allez, dans un instant, on va aborder notre deuxième sujet avec ce rapport sur la pauvreté et la vulnérabilité, 5e rapport du genre émis par le HCP hier après-midi, avec des recommandations très claires pour cibler les plus pauvres et mettre en place des aides sociales plus performantes dans la logique de la décompensation. 9h46. Coup de cœur, coup de gueule. La séance coup de gueule, coup de cœur. On commence avec vous, Saladin Amira. Un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? En fait, un coup de cœur, d'avoir le Wydad champion. On a un Wydadi sur le plateau. Et aussi, mais surtout, surtout plus important de voir que le FUS, un club qui a compris comment se fait le foot, et en finale des championnats des différentes catégories de jeunes, des U15 jusqu'à U19. Et je pense que c'est le modèle à développer dans notre sport. Donc voilà, c'est une génération à venir. Voilà. Hicham Hamadi, coup de gueule, coup de cœur. Je souhaite honorer la mémoire des victimes des attentats du Maroc de 2003 qui s'est passé le 16 mai 2003 et parce que c'est une chose ignoble et par là même rendre hommage aux forces de l'ordre qui font qu'on vive en sécurité et en paix. 9h47 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique.